Cromwell allait ravager toute la chrétienté. La famille royale était perdue, et la sienne à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urtère. Rome, même, allait trembler sous lui. Mais ce petit gravier s'étant mis là, il est mort, sa famille abaissée, tout en paix, et le roi rétabli. Ce fragment des Pensées porte le numéro 622 dans l'édition Sellier. C'est un des très rares fragments où Pascal fait allusion à l'actualité, puisqu'il évoque la mort d'Oliver Cromwell le 3 septembre 1658, d'une septicémie due à une infection des rivets de calculs urinaires, et le rétablissement du roi Charles II le 25 mai 1660. Pascal étant mort en août 1662, il a donc écrit très près de l'événement. Cette allusion a longtemps étonné. Jean Ménard la suppose due aux relations de Pascal avec un certain Ernest Philippe, comte de Morlot, un Suisse dont la famille était d'origine poitevine et qu'il dut rencontrer quelquefois en 1660. Il n'est pas nécessaire cependant d'utiliser cette référence discutable. Pascal connaît certainement bien l'histoire anglaise contemporaine par l'intermédiaire de Port-Royal, où sa sœur Jacqueline vit d'ailleurs depuis le 4 janvier 1652. Port-Royal, en effet, n'est pas qu'une passion française. Dès le XVIIe siècle, son histoire a eu des résonances dans de nombreux pays d'Europe. Ses écrivains y voyagèrent. Ils y eurent des amis et des réseaux. Mais c'est probablement avec l'Angleterre que le groupe, les religieuses, les solitaires et leurs familiers, entretint les relations les plus étroites, parce qu'elles furent souvent personnelles autant que théologiques, religieuses et politiques. Elles sont cependant très méconnues. Il s'agit en effet d'un chapitre plutôt douloureux de l'histoire de Port-Royal, qui, comme l'affaire de l'île de Nordstrand, révèle au fond l'impéritie du groupe en matière de relations internationales. On peut comprendre le silence pudique des historiens du monastère. Il masque toutefois, de façon regrettable, l'influence que Port-Royal eut, en dépit même de ses déconvenues, bien au-delà de la France. Au cours de l'été 1609, déterminée à mener Port-Royal sur la voie de la réforme, la jeune mère Angélique, elle a 17 ans, a besoin d'un directeur pour l'appuyer. En effet, sa famille et plusieurs de ses religieuses renâclent à un projet qu'elles estiment un feu de paille, dû à l'enthousiasme de la jeunesse et de la guérison après plusieurs mois où elle avait souffert d'un grave accès de paludisme. La jeune fille est adressée au père Archange de Pembroke, un capucin qui a déjà œuvré à la réforme des abbayes de Montivilliers et de Saint-Paul-et-Beauvais. Il la rencontre à la fin du mois d'octobre 1609 et va la guider jusqu'en 1612. Ami d'un feuillant proche de la famille Arnaud et de la marquise de Maignelet, le père Pembroke œuvre en outre à la réconciliation de l'abbesse avec ses parents après la crise du 25 septembre 1609, la fameuse journée du guichet, au cours de laquelle elle rétablit la clôture de sa maison en interdisant à ses parents, outrés, d'y pénétrer. Dans la relation de sa vie qu'elle écrit en 1655, la mère Angélique raconte: il était vraiment prudent et sage. Il était anglais, de grande maison, qui avait quitté son pays pour la religion catholique dans laquelle il avait été nourri, son père étant catholique. Un de ses amis, ayant été surpris en entendant la messe et pris prisonnier, cela lui fit peur de sorte qu'il s'enfuit et vint à Paris. Peu après, n'ayant encore que 20 ans, il se fit capucin. Né vers 1567, Archange de Pembroke serait Édouard Herbert, un des fils du premier comte de Pembroke, une des plus grandes familles de l'aristocratie anglaise. La mère Angélique dramatise peut-être son catholicisme d'origine en imaginant qu'il contraint le jeune homme à fuir son pays, car son biographe affirme qu'il serait né calviniste et aurait adjuré plus tard le calvinisme entre les mains du cardinal de Gondi, ce que pourrait confirmer les relations d'Archange de Pembroke avec Madame de Maignelet, qui était née Gondi. Il entra chez les Capucins, quoi qu'il en soit, le 4 avril 1587. Il fréquenta Madame Acquary, Pierre de Bérulle, Benoît de Canfield et de nombreux membres du Parti des Vaux, comme Michel de Marillac. En 1614, Archange de Pembroke se rendit au Brésil à la tête d'une caravane de missionnaires normands.
En 1615, il était rentré à Paris, où il mourut en 1632. Lorsque la mère Angélique rédige la relation de sa vie, en 1655, elle montre quelques réserves envers le père de Pembroke, observant que s'il n'eût pas été nourri par les casuistes, il eût été un parfait religieux. Il existe cependant entre eux, explique-t-elle, une profonde compréhension à une époque où elle n'avait pas acquis les connaissances ni l'expérience qui sont les siennes en 1655. Elle reconnaît qu'en 1609, il fut meilleur que nul autre pour ce temps-là, lorsqu'elle était encore novice en matière de réforme. Dans un entretien avec son neveu, Antoine Lemaître, que ce dernier a publié, elle se montre plus bavarde sur le religieux. Elle le transforme alors en martyr de sa foi, racontant ceci. C'était sous le règne de la reine Élisabeth, dont ce père m'a parlé plusieurs fois, comme d'une vierge en apparence n'ayant jamais été mariée, mais qui était en effet très impudique, et se prostituait à des hommes qu'elle faisait mourir après secrètement, ou par assassinat couvert, ou en prison. Ce jeune seigneur, étant très catholique, et ne pouvant souffrir la rigueur des persécutions qu'on exerçait, ni le défaut d'exercice de notre religion, résolut de venir en France, y étant encore attiré, ainsi qu'il me l'a dit lui-même, par une extraordinaire affection qu'il avait conçue pour M. de Guise, qui était tenu en Angleterre, aussi bien qu'en France, pour le soutien et l'appui du parti catholique contre les Huguenots de ce royaume. Ainsi qu'il l'était en effet, quoique son ambition se mêlât dans cette défense de la religion. À l'époque des premières querelles autour des 5 propositions, les malheurs du jeune Pembroke permettent à la mère Angélique et à Antoine Lemaître, qui consigne l'entretien, d'exalter la vertu catholique aux dépens des Huguenots. C'est une manière propice pour Port-Royal de distinguer sa cause de celle des protestants. En 1622, le père de Pembroke écrit encore à la mère Agnès et il loue la mère Angélique. « Ses lumières sont extraordinaires, dit-il, autant que ses sentiments. Elles éblouissent ma vue et mon esprit ne peut étendre jusque-là. » Un autre Anglais a participé au début de l'histoire des solitaires à Port-Royal, Francis Jenkins. Né en 1618, il était le fils d'un gentilhomme anglais qui eut recours en 1636 à Antoine Lemaître pour plaider contre le droit d'aubaine que s'était arrogé l'exécuteur testamentaire de son beau-frère, John Cecil, qui venait de décéder en France. Le droit permettait en effet au roi de revendiquer les biens d'un étranger mort en France, mais un traité signé entre la France et l'Angleterre pouvait impliquer qu'il y eût entre les deux nations exception. L'affaire était politique. Antoine Lemaître accepta de s'en charger. Mais avant qu'elle fût venue devant les tribunaux, Antoine Lemaître décida de se retirer dans la solitude. Lorsque le jeune Francis Jenkins, qui avait perdu son père, vint lui-même à Paris pour le procès, il rencontra son avocat à Port-Royal-des-Champs. Celui-ci n'allait pas plaider, mais très persuasif, il convertit le jeune homme. Jenkins décida à son tour de se retirer dans la solitude. Comme les solitaires avaient été chassés des champs et qu'il était peu porté à l'étude, il devint le portier de Port-Royal de Paris pendant 1 an, puis il s'occupa du jardin et de la cuisine. Le nécrologe de Port-Royal lui consacre une notice. Il le décrit si taiseux que personne ne connaissait son nom. À voir son apparence pauvre, nul ne pouvait soupçonner qu'il soit de condition à porter l'épée. Marguerite Perrier, qui fut pensionnaire au couvent pendant les mêmes années, se souvient qu'au cours de 8 ans, jamais elle ne le vit parler à personne. Jenkins ne quittait son travail que pour les offices. Mais en 1664, quand Michel Charmillard et l'archevêque de Paris vinrent au monastère pour les persécutions qu'il menait contre les religieuses, ils furent intrigués par cet homme à la grande taille, à la mine étrangère, qui avait un air de noblesse, disent les textes, et une férocité dans le regard qui retint leur attention. Comme il tentait de résister à leurs remarques, on lui rétorqua qu'il ferait mieux de porter une épée qu'une bêche, et il fut chassé de Port-Royal. Jenkins se réfugia alors chez les Liancourt, dans leur propriété de Liancourt, où il demeura, menant la même vie humble et discrète, jusqu'à la mort du duc et de la duchesse en 1674. À cette date, il alla s'installer à Port-Royal-des-Champs.
Il fit partie des hommes qui portèrent le corps de le maître de Sacy à l'intérieur du monastère pour l'ensevelir. Lui-même mourut à 72 ans, le 7 octobre 1690. Il fut inhumé dans l'église du monastère, avec les mêmes cérémonies que pour les religieuses. C'est Denis Donard, le médecin de Port-Royal, l'ami de Racine, qui rédigea pour lui une épitaphe. À la mémoire de messire François, gentilhomme anglais, qui, bien qu'élevé parmi des hérétiques et des schismatiques, conserva toujours le trésor de la foi et de l'unité. Après être sorti du collège, la mort de ses parents l'obligea de venir à Paris soutenir un procès, où il eut pour avocat Antoine Lemaître, l'homme de tout le barreau le plus éloquent. Il ne songeait qu'aux exercices d'un jeune homme d'épée, lorsque, frappé de l'exemple du même monsieur Lemaître, qui ayant quitté le monde menait déjà une vie solitaire, il entra lui-même dans la voie étroite de l'Évangile. Jenkins, comme le père Archange de Pembroke, sert à Port-Royal de modèle d'opiniâtreté à sa foi dans un milieu hostile, en même temps qu'il permet d'exalter la figure d'Antoine Lemaître. 2 Irlandais complètent cette petite galerie. Jean Callaghan, qui était né dans une famille noble en 1605, mais très pauvre, vint en France pour étudier chez les jésuites et les oratoriens. Il se rapprocha de Port-Royal vraisemblablement à l'occasion d'un séjour chez l'évêque d'Avranches, qui était le beau-frère de la marquise d'Aumont, une protectrice du monastère. Il retourna brièvement en Angleterre, puis rentra en France en 1647 et se retira à Port-Royal de Paris auprès du père Singlin et d'Antoine de Rebours. Il fut suffisamment influent à Port-Royal pour qu'on accuse les religieuses d'être des Callaghan selon la 11e provinciale. Il mourut en 1664. Le second Irlandais proche de Port-Royal est Malachi Kelly, un neveu de l'évêque de Limerick, ordonné prêtre en 1637. Il fréquenta la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, dont on dit qu'il fut renvoyé en raison de ses sympathies pour Port-Royal. Il occupa le poste de proviseur du Collège des Irlandais et eut des relations avec le père Thomas Esprit de l'Oratoire. Malachi Kelly fut surtout le confesseur de Louise-Marie de Gonzague, la future reine de Pologne et grande amie de la mère Angélique, ainsi que de la fille de la comtesse de Brégy, Anne-Marie de Flesselles de Brégy, qui devait devenir religieuse à Port-Royal. Malachi Kelly est connu pour être un janséniste enragé, un jansénista arrabbiato selon le nonce en France. Quant au père Rapin, dans ses mémoires, il le décrit comme un ecclésiastique, grand janséniste, homme hardi, intéressé, qui s'était fourré à l'hôtel de Longueville, où il s'était acquis du crédit par ses intrigues, et s'était rendu considérable à Port-Royal par sa hardiesse. Jamais homme n'a mieux fait le dévot, et d'un ton plus radouci, sans aucun principe de dévotion. Tant de critiques expliquent sans doute que l'homme était très proche de Port-Royal. C'est aussi, on le sait, un habitué de l'hôtel de Liancourt. Peut-être faut-il rappeler quelques notions d'histoire. Charles Stuart, qui était protestant, épousa Henriette Marie de France, qui était la sœur cadette de Louis XIII en 1625, l'année où il monta sur le trône d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande sous le nom de Charles Ier. La jeune reine, très favorable aux catholiques, s'aliéna une partie de la population anglaise en les soutenant. Les tensions politiques et religieuses ne cessant de s'exacerber, la guerre civile éclata. Charles Ier fut arrêté et exécuté le 30 janvier 1649. Oliver Cromwell prit le pouvoir. La reine se réfugia en France, où elle vécut d'abord dans une extrême pauvreté. Mais sa fille Henriette Marie d'Angleterre, qui était née en 1644, épousa en 1661 le duc d'Orléans, le frère de Louis XIV, qui lui était extrêmement attaché. La jeune femme mourut brutalement en 1670. Bossuet lui a consacré une très célèbre oraison funèbre. La mort prématurée de Cromwell ne permit pas que son fils garde le pouvoir en Angleterre. Charles II fut rétabli le 8 mai 1660. Il régna jusqu'en 1685, où il mourut, se convertissant au catholicisme lors de ses derniers instants. Son frère Jacques lui succéda sous le titre de Jacques II
jusqu'à son renversement par la Glorieuse Révolution en 1688. À partir de 1649, la chute de Charles Ier contraignit de nombreux royalistes, qui étaient de surcroît catholiques, donc indésirables, à l'exil. Beaucoup se rendirent en France. Pierre-Thomas Dufossé, qui fut élève aux petites écoles, raconte dans ses mémoires comment, en 1660, il séjourna chez un ancien capitaine des gendarmes écossais. C'était une prestigieuse compagnie fondée par Charles IX, dont Charles Stuart avait été lieutenant avant d'accéder au trône. Pierre-Thomas Dufossé appelle son ami M. Davison. Or, les Archives nationales conservent la minute d'un brevet de guidon qui fut attribué en 1650 à un M. Davison. Son nom est une probable transcription française de l'anglais Davidson. Il s'agit ainsi très vraisemblablement d'un exilé anglais. Le personnage n'est pas très connu, mais il est visiblement très riche. Thomas Dufossé fait l'éloge du jardin qu'il a installé à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où il le visite, au prix d'importantes dépenses pour faire installer des canaux d'irrigation. L'homme, par ailleurs, prêta 1000 livres à Charles Ménard de Bernières, le propriétaire du château du Chesnay, qui accueillit souvent les petites écoles, quand il fut condamné à partir en exil à Issoudun en 1661. 30 ans plus tard, Thomas Dufossé va de nouveau rendre visite à M. Davison dans la propriété dont il dispose alors près de Nemours. Il s'y fait construire un château magnifique. M. Davison est absent, mais son épouse fait visiter les lieux. Pierre-Thomas Dufossé raconte. Elle nous montra ces jardins qui étaient d'une aussi grande propreté que Trianon, et elle nous fit voir le château neuf qu'ils achevaient de faire bâtir sur le haut de la montagne, où conduisent de grandes et belles avenues. Rien n'est plus propre ni même plus magnifique que le principal appartement de ce château, qui consiste dans un grand salon fort exhaussé, parfaitement bien pavé de marbre blanc et noir, et orné de quantité de dorures et de beaux tableaux. Dans plusieurs chambres richement meublées, dans une très belle galerie lambrissée d'un lambris très fin et remplie de grands tableaux, et dans une chapelle où rien ne manque de tout ce qui peut servir à sa décoration. J'avoue que l'œil simple d'un chrétien, qui a renoncé aux pompes du monde, ne peut guère n'être pas surpris de voir la maison d'un particulier si magnifique. Ces réserves ne sont pas toujours présentes sous la plume de Pierre-Thomas Dufossé, qui soulignait auparavant la concordance de ses goûts et de celui de son ami. Port-Royal accueillit surtout de nombreuses petites pensionnaires anglaises. Tel est le cas des sœurs Maitland. Leur père James, qui était né en 1568, appartenait à une grande famille de l'aristocratie anglaise. Son grand-père avait été membre du conseil privé de Marie Stuart en 1561. Le père, toutefois, James, s'était converti au catholicisme et il était réputé favorable au parti pro-espagnol. Aussi fut-il déclaré interdit de propriété en Écosse. Il vendit ses terres à son oncle, qui était chancelier du roi. Il se réfugia à Bruxelles et à Anvers, survivant dans une extrême pauvreté. Lorsque Charles Ier épousa Henriette de France en 1625, ses filles étaient revenues en Angleterre dans l'espoir de se marier. La situation des catholiques était en train de s'améliorer. Mais le projet échoua, et lorsque le père mourut puis que la guerre éclata, les jeunes filles durent repasser en France. La reine, à cette date, les recommanda à Anne d'Autriche. À la cour, elles rencontrèrent la duchesse de Landwig, qui les mit en relation avec Saint-Cyran, puis avec la mère Angélique, qui souhaita les envoyer à l'abbaye de Maubuisson, qu'elle avait réformée. Les deux filles, toutefois, avaient une éducation négligée. Elles étaient converties et souhaitaient devenir religieuses, mais elles ne pouvaient pas espérer avoir d'autre statut que celui de converse, c'est-à-dire de religieuses vouées aux tâches domestiques plus qu'aux offices. Élisabeth, l'aînée, incapable d'apprendre à lire ou à prononcer le latin, finit par se résoudre à devenir converse, tout en jugeant difficile de supporter, disait-elle, la mauvaise odeur des habits des religieuses attachées à la cuisine. Elle devint religieuse sous le nom d'Élisabeth de Sainte-Lugarde. Sa cadette, trop délicate, bénéficia d'un logement à Maubuisson, dont les frais étaient payés par l'abbaye elle-même. Elle était alors tenue par la mère Marie Desgenges Suiraud, la tante de Nicole. En 1648, quand la mère Suiraud rentra à Port-Royal, les sœurs Maitland la suivirent.
À Port-Royal, ce fut Méniard de Bernières qui paya la pension de la cadette jusqu'en 1662. Puis, c'est la religieuse Madeleine de Sainte-Candide Le Cerf, qui raconte la vie des deux sœurs, qui sollicita la permission de travailler en cire, c'est-à-dire de faire des ouvrages de cire, pour assurer la subsistance de la jeune femme. L'aînée demeura religieuse 25 ans. Elle mourut au champ en 1656. Le récit de ces deux sœurs médiocres est intéressant pour la déformation qu'il présente chez la sœur Le Cerf, qui en est l'auteur. En effet, elle prétend que le père des deux jeunes filles aurait été déshérité par son parent à cause de sa conversion, puis que la reine aurait fait pression sur lui longtemps pour qu'il adjurât, ce qu'il aurait toujours refusé. De même, il aurait refusé un mariage avantageux pour enlever une jeune fille pauvre mais catholique. L'histoire des sœurs Maitland sert à présenter un véritable mythe de martyr du catholicisme. L'histoire de deux autres pensionnaires se prête à des déformations comparables. Il s'agit de mademoiselle Bannatyne, pour commencer, une des cousines des sœurs Maitland. La sœur de Brégy raconte, dans sa vie de la mère Suiraud, qu'elle avait été placée à Port-Royal entre 1648 et 1658, pendant que ses parents protestants voyageaient, pour pouvoir échapper à leur influence hérétique. Lorsqu'ils revinrent prendre leur fille, on ne voulut pas la leur rendre. Mais le père, soudain pris d'admiration pour les vertus de la communauté, décida de la leur laisser. On ignore ce qu'elle devint. Une autre des cousines des sœurs Maitland, Marie Maxwell, devint quant à elle religieuse à Port-Royal sous le nom de Marie de Sainte-Élisabeth Maxwell. On connaît son histoire par la transcription d'un interrogatoire mené en 1661 alors qu'elle était religieuse à Port-Royal de Paris. Elle explique avoir une trentaine d'années et avoir été amenée à Port-Royal 10 ans plus tôt, en 1651, par sa tante, parce que ses parents catholiques étaient persécutés en Angleterre. Si elle va à Port-Royal, c'est pour y rejoindre sa cousine. Elle se loue d'ailleurs du monastère où elle a appris le français avec les autres pensionnaires, et elle se loue de la charité de la maison, de son union. À cette date, elle travaille à l'infirmerie. Or, un des historiographes du monastère raconte, en évoquant son cas, qu'elle aurait quitté l'Angleterre persécutée à cause de ses parents luthériens. Il s'agit de nouveau d'exagérer pour faire valoir les malheurs du catholicisme. Si l'on revient à Marie Maxwell, elle refusa de signer le formulaire et mourut au champ en 1708. Port-Royal accueillit encore parmi ses pensionnaires deux sœurs, Lucia et Elizabeth Hamilton, ainsi qu'Hélène Muskerry, leur cousine. La jeune fille fut célèbre pour avoir souffert d'une terrible enflure qui la déformait tout à fait. Elle a été miraculeusement guérie en 1655 après la neuvaine d'une religieuse. En 1661, elle vit toujours à Port-Royal, dont elle est chassée avec les autres pensionnaires. Elle va alors chez les Ursulines du Faubourg Saint-Jacques avant de regagner l'Angleterre. Marguerite Perrier, qui a dû rester en relation, raconte dans des notes au nécrologe de Port-Royal qu'elle épousa ensuite un aristocrate anglais qui prétendit être catholique pour parvenir à ses fins. La jeune épousée fut horrifiée, mais elle obtint la conversion de son mari à force de larmes et de prières. Mais la sollicitude de Port-Royal ne s'adressa pas qu'aux enfants. Prenons Donogh MacCarthy, le père d'Hélène Muskerry, le premier comte de Clancarty. Il fut général des forces irlandaises de Munster en faveur de Charles Ier et un farouche partisan du roi. Il perdit tous ses domaines à son service en 1641 et fut un des derniers à déposer les armes en 1652, bien après son exécution. Il avait envoyé sa famille en France dès 1651, son épouse Éléanore et sa fille Hélène. Ils furent soutenus par le duc de Luynes, la marquise d'Aumont et Méniard de Bernières. Il ne les rejoignit qu'en 1654. À cette date, la mère Angélique le recommande particulièrement à la reine de Pologne, et il fait le voyage de Pologne en novembre avec le traducteur anglais de la Fréquente Communion, Richard Bellings, qui a également été recueilli par le milieu de Port-Royal. La Fréquente Communion a touché Muskerry, qui se renouvelle à la manière de Saint-Cyran. La mère Angélique le désigne, je cite, comme ce bon Seigneur que je révère singulièrement comme un vrai chrétien. De retour à Paris, il devient le protégé d'Arnaud d'Andilly.
George Hamilton, né en 1605, premier comte d'Abercorn, est aussi un royaliste fidèle. En janvier 1649, il avait été nommé receveur général des revenus d'Irlande, mais il doit quitter l'Angleterre au printemps 1651. Quand il arrive en France, à Caen dans un premier temps, auprès de son beau-frère James Butler, duc d'Ormond, il est totalement ruiné. Ormond va lui permettre de fréquenter la cour de Charles II à Saint-Germain-en-Laye, mais c'est Port-Royal qui lui permet de survivre. Le 7 mars 1652, ses deux filles, Élisabeth et Lucia, entrent comme pensionnaires au monastère en portant des vêtements des postulantes qui prononcent leurs vœux. Quant aux parents, ils sont soutenus par le duc de Luynes, par Charles Maynard de Bernières et par la marquise d'Aumont. Il leur arrive de demeurer à Vaumurier ou à Port-Royal de Paris. Il s'entremet avec Port-Royal pour un projet de fondation pieuse et charitable en Écosse, qui n'aboutit pas. Il emploie l'argent, peu de temps après, pour soutenir une tentative de soulèvement royaliste. Dans un autre registre, Port-Royal apporte son assistance aux bénédictines anglaises de Combray. L'ordre avait été fondé en 1623, mais elles passent à Paris en 1651 et peuvent compter sur le soutien de la mère Angélique, de Charles Maynard de Bernières, du chevalier Renaud de Sévigné, qui est solitaire à Port-Royal, et de Charles de Sainte-Marthe. Pendant la famine de 1693 encore, Agnès de Sainte-Thècle-Racine, qui est abbesse de l'abbaye, vend un ciboire en or pour leur venir en aide. Port-Royal s'est donc fermement engagé en faveur des exilés catholiques d'Angleterre. Or, les liens se distendent à la fin des années 1650 et en 1661, toutes ces familles rentrent en Angleterre sans se soucier davantage de Port-Royal. Que s'est-il passé? Port-Royal soutient le groupe très fermement. Il y voit des opprimés et la possibilité de faire un exemple. Mais en 1657, il semble que Richard Bellings ait rencontré Antoine Lemaître, qui va demander des garanties au roi. Il s'agit que le frère cadet de Charles II, Henry Stuart, devienne catholique. Or le roi refuse, dissuadé vraisemblablement par le duc d'Ormond, qui était protestant. Le duc d'Ormond est le frère de Lady Muskerry, aussi bien que de Lady Hamilton. Mais il n'est pas catholique comme ses beaux-frères. Aussi ne sert-il pas la cause du catholicisme, jouant vraisemblablement un double jeu entre le roi et ses beaux-frères. Port-Royal décide de se retirer de l'entreprise. Lady Muskerry écrit une lettre au roi Charles en lui disant qu'il ne peut plus attendre de secours de sa part. L'affaire est un fiasco. L'honneur est sauvé par une femme, Elizabeth Hamilton. La jeune fille était rentrée à Londres en 1661. 2 ans plus tard, elle y épouse Philibert d'Or, comte de Gramont. Français, celui-ci vit à Londres parce qu'il a été banni pour avoir tenté de séduire Anne-Louise de la Motte-Houdancourt, une fille d'honneur de la reine que le roi courtisait. Mais le couple rentre bientôt en France, où la beauté et l'esprit d'Élisabeth lui valent la faveur de Louis XIV. Elle en profite pour défendre Port-Royal, même si, entre 1686 et 1697, elle prend Fénelon pour directeur de conscience. Élisabeth de Gramont, très amie avec Racine, fréquente tous les messieurs, Sacy, Nicole, Thomas Dufossé, Arnaud. Madame de Maintenon la poursuit d'une vindicte qui accélère sa disgrâce momentanée en 1699. Louis XIV l'écarte après une visite qu'elle a rendue à Port-Royal, mais elle proteste. Élevée à Port-Royal, ce que j'ai de sentiment de piété m'a été inspiré par les grands exemples de pénitence que j'y ai vus et par les instructions chrétiennes que j'y ai reçues. Le désir de ranimer ces sentiments me porte à y aller de temps en temps et à y faire quelques jours de retraite. Je n'aurais pas prévu que ceux que j'aurais passés en cette dernière rencontre fussent capables de m'attirer cette disgrâce. Le roi se repentit. Il se réconcilia et lui offrit une maison. Un des neveux de Madame de Gramont, François de Feuquières, épousa une nièce d'Antoine Arnauld. Ses 2 filles, Claude Charlotte et Marie-Élisabeth, furent élevées à Port-Royal, comme leur mère. La seconde devint abbesse de Sainte-Marie de Poussey dans les Vosges. Elle mourut très pieusement en 1708, alors même qu'elle avait épousé un des débauchés les plus célèbres de son temps. Sa vie a été racontée dans les mémoires de la vie du comte de Gramont,
qui sont apocryphes et qui furent rédigés par son propre frère, Anthony, lequel apprécia peu l'atmosphère dévote de Port-Royal pendant le séjour parisien. Ainsi, par un étonnant paradoxe, la plus célèbre des protégées anglaises de Port-Royal est-elle indissolublement liée à un ouvrage libertin qui exalte les licences de la cour de Charles II, proie décidément bien manquée pour Port-Royal. Port-Royal dépensa beaucoup d'argent pour les catholiques anglais, sans résultat, se montrant une fois de plus bien mauvais investisseur. En revanche, il eut de l'influence sur des groupes qui ne pouvaient lui inspirer que de l'éloignement. Le premier d'entre eux est celui des Black Loyistes, ainsi nommés d'après un des pseudonymes de Thomas White. Ce récusant, ancien élève des Jésuites, ordonné prêtre à Arras en 1617, ami de Hobbes et de Descartes, s'était lié en France à un autre réfugié catholique, Henry Holden, docteur de Sorbonne et aumônier du dévot Michel de Marillac. Il est probable qu'ils rencontrèrent Saint-Cyran. Les deux hommes avaient perdu toutes leurs illusions envers la papauté qui avait refusé de secourir les catholiques anglais. Ils étaient devenus ennemis des jésuites. Aussi finirent-ils par se rapprocher de Cromwell en utilisant Jansénius pour soutenir des thèses contraires à la monarchie. Elles suscitèrent en 1654 un tollé en France et furent imputées, bien malgré lui, à Port-Royal. La mère Angélique s'en indigne dans une lettre du 28 février 1654. Elle s'adresse à M. de Fleury. « Je m'assure que vous êtes aussi un peu en peine de nous, si, comme je le crois, on vous a donné avis de la persécution dont on nous menace. Et véritablement, si Dieu ne possédait le cœur des puissances et n'empêchait que la calomnie ne fît l'impression qu'elle désirerait, elle serait obligée de nous faire périr. Imaginez-vous, monsieur, qu'on va jusqu'à cet excès de nous accuser d'avoir intelligence avec Cromwell, cet horrible monstre parricide de son roi. On dit encore que nous en avons avec monsieur le prince de Condé dans sa rébellion. Comment peut-on accuser de ces choses des personnes qui ne songent qu'à fuir le monde au lieu de s'y intriguer, et qui sont d'ailleurs accusées d'être sauvages et de détruire la société humaine? Mais enfin, il semble que les puissances n'ajoutent pas créance à ces malicieuses inventions et que les choses s'adoucissent. Il en fera tout ce qu'il plaira à Dieu. » En dépit de ces protestations, les Black Loyistes pesèrent dans l'idée que Port-Royal était un foyer de républicanisme. Le silence dédaigneux et maladroit que les messieurs observèrent entretint l'illusion. On sait que dans ses mémoires, Saint-Simon explique que Louis XIV, un prince de la plus profonde ignorance, avait été élevé par la reine sa mère dans l'opinion que ce qu'on appelait janséniste était un parti républicain dans l'Église et dans l'État, ennemi de son autorité, qui était son idole. Port-Royal trouva ensuite un écho chez un théologien anglican attaché au roi, Henry Hammond. Ce dernier utilisa les provinciales traduites en anglais en 1657 pour tenter de discréditer les catholiques. Roger Boyle, quant à lui, un protestant attaché au duc d'Ormond, qui servait Cromwell, voulut traduire le Nouveau Testament, à l'exemple du testament de Mons publié par Port-Royal, pour nuire aux catholiques irlandais. On voit que Port-Royal pouvait être mis à toutes les sauces. Les mésaventures anglaises de Port-Royal soulignent la maladresse politique du groupe et sa naïveté. Ce n'est à l'évidence pas son domaine de compétence. Revenons maintenant au fragment 622 de Pascal. Cromwell allait ravager toute la chrétienté. La famille royale était perdue, et la sienne à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urtère. Rome même allait trembler sous lui, mais ce petit gravier s'étant mis là, il est mort, sa famille a baissé, tout en paix, et le roi rétabli. L'édition de Port-Royal en 1670 classe le fragment dans une liasse vanité. Replacé dans son contexte, il n'est pas certain qu'il n'ait pas plutôt une portée politique, Pascal réaffirmant là son hostilité à toute forme de révolution et de guerre. Port-Royal s'est fait mener en bateau par les catholiques anglais qu'il a voulu soutenir au cours de leur exil. Mais l'aventure révèle combien le monastère et les messieurs autour de lui furent dans les faits profondément loyalistes et royalistes,
même si des éléments de leur doctrine se prêtent à des lectures hostiles à l'absolutisme.